Amis passionnés de la lecture et amoureux du bon livre et du beau livre, bonsoir et merci d'être avec nous. L'invitée de ce soir, Marie-Claire Radig. Bonsoir Marie-Claire. Bonsoir Youssef. Et nous allons parler de votre très bel ouvrage, qui est ce qu'on appelle un beau livre, puisqu'il y a une magnifique iconographie, qui est généralement signée par monsieur votre mari, je crois. Tout à fait. Nous en parlerons au long de l'émission. Votre ouvrage s'intitule Tigurarin. On va voir qu'est-ce que Tigurarin. Sous-titré Tapis et tapisseries de Timimoun et de la région du Gurara. Mais ce qui est aussi très beau comme sous-titre, c'est un langage secret, puisque nous allons également aborder la symbolique dans les tapis. Que veut-elle dire? D'où vient-elle? Paru aux éditions Dellimen. Alors, avant que nous abordions, si vous voulez bien, Marie-Claire, le contenu de votre livre, qui est aussi bien d'une très belle densité concernant eh bien, ce qu'on peut y apprendre sur l'art du tapis et de la tapisserie dans cette région, cette très belle région de notre pays, mais également, encore une fois, avec de magnifiques photos qui nous ont été pris, et puis aussi tout un travail sur, avec des croquis de votre mari, monsieur Radig, sur des tentatives d'explication, parce que c'est très compliqué, des tentatives d'explication, ce à travers une bibliographie que nous retrouverons à la fin de votre ouvrage. Alors, il faut dire que, quelque part, plus que quelque part, votre ouvrage a été, je dirais, pas la conclusion, mais un peu le but final, le travail de deux associations. Et je voudrais que vous parliez de ces deux associations qui ont permis à ce que, eh bien, il y ait une sauvegarde de ce patrimoine national, et une association française et une association algérienne. Merci de me donner l'occasion de commencer par ça. Parce qu'en réalité, ce livre, si on le déconnecte de nos deux associations, si on le déconnecte de Timimoun, si on le déconnecte de l'atelier que nous gérons ensemble là-bas, ce livre n'a pas de sens. Voilà, alors donc ça me fait très très plaisir de pouvoir parler d'abord de ça. Si quelque part il y a une réussite à travers le livre, qui n'est pas la conclusion, c'est vrai, d'un projet, mais qui est un premier aboutissement, on va dire, du projet, c'est que nous avons la chance d'être à deux. C'est beaucoup mieux que d'être tout seul. Ah, ça c'est clair. Voilà, c'est beaucoup plus riche. C'est beaucoup plus fantastique. Nous sommes deux associations. On pourrait penser qu'on a plein de choses qui nous opposent, puis finalement, c'est pas vrai du tout. Il y a une confiance qui s'est établie. Il y a une très très grande amitié. C'est même plus de l'amitié, c'est de la fraternité entre nous. On est comme des frères et sœurs. Une grande famille. Voilà, oui, c'est ça. Et nous travaillons ensemble. Alors, il y a du côté algérien, donc l'association des droits de l'enfant, de l'adolescent et de la femme artisane. Ça, c'est l'ADEAFA de Timimoun, qui existait avant que nous ne travaillions avec eux. Voilà, ils étaient déjà là. On a démarré le travail avec eux en 2006, mais eux ont été fondés... Oui, c'est ça, c'est 2006, le point de départ. Voilà, le point de départ. Mais Hossein Kadiri, qui est le président de cette association, et son épouse Fatiha Kadiri étaient là avant nous. Voilà. Donc, bon, la première richesse, c'est ça. C'est que nous ayons des amis, des partenaires, pour conduire ensemble un projet. Ensuite, il y a l'association alsacienne qui, elle, était à Timimoun bien avant que moi je sois présidente. Moi, je suis devenue présidente en 2005, mais avant, elle existait déjà. Elle s'appelle ? Elle s'appelle l'association des... pardon. J'allais vous répéter l'association partenaire algérienne. Donc nous sommes Trait d'Union. Là, on sait ce que ça veut dire. Oui, c'est très explicatif. Voilà. Trait d'union, solidarité, ça a du sens. Alsace-Algérie. Voilà. Donc,
Et nous sommes une association donc de droit français, alsacienne, basée dans la région de Colmar. Et donc nous travaillons à Timimoun ensemble, en fonction, je veux dire, avec beaucoup de simplicité, des compétences de chacun. J'ai envie de dire. Voilà. On s'est réparti les tâches. Elles évoluent au fur et à mesure du travail. Ça fait maintenant, 11-12 ans qu'on travaille ensemble. Et les choses progressent très très bien parce que je crois qu'il y a une confiance réciproque, il y a une amitié réciproque. Il y a un respect réciproque aussi. Hein. Voilà. Chez nous, personne ne commande. On prend toutes les décisions ensemble. Et c'est du bénévolat. Il faut le dire. Alors ça, là, important. oui, je vais vous dire. C'est vrai que ça a été un point de départ. Je veux dire, quand nous sommes allés voir l'Association des droits de l'enfant, de l'adolescent et de la femme artisane, au départ, j'ai dit mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'argent. Voilà. Nous sommes des bénévoles. Vous et nous ne gagnons rien. Ne parlons pas d'argent. Non. Non. Que voilà. Chacun apporte dans sa besace l'amour, la solidarité et tenter de sauver, on va voir, un des phares du patrimoine national algérien. Que rien ne vienne entraver, et surtout pas l'argent, vienne entraver, si vous voulez, un projet qui est un projet d'hommage à l'Algérie, qui est un projet de renaissance d'un patrimoine qui était en danger, qui est un projet aussi de solidarité à l'égard des femmes, c'est un projet de promotion féminine. Voilà, les femmes ont du talent, il fallait qu'on pense à ce talent et qu'on le fasse fructifier et qu'on le fasse grandir. Et voilà, il fallait que rien ne vienne entraver ça. Alors, ces deux associations, en tout cas vous, Claire Radig et votre mari, plus particulièrement, vous êtes intéressés à un secteur qui est celui du tapis et de la tapisserie. Tout à l'heure, vous m'avez dit, qui était en danger. Quand j'ai lu votre ouvrage, c'était pas seulement en danger, c'était pratiquement terminé, c'était fini. Ça me rappelle un petit peu le travail qu'a fait Madame Falida Sellal pour sauver l'IMSAD. Oui. Hein, c'est-à-dire que il restait plus quoi, 2-3 tisserands, pas grand-chose, quoi. Oui. Qui avaient même complètement oublié le b.a.-ba, je dirais, de ce que pouvait être cet art millénaire. Tout à fait. Hein, tout à fait. Quand on va aborder la question peut-être des symboles, on va voir que c'est vraiment un art millénaire. Hein. Bon, peut-être que le tissage n'était pas multimillénaire, mais en tout cas les symboliques, les couleurs, le travail, etc., étaient, lui, pratiquement paléolithique. Mais tout à fait. Voilà. Oui. Alors, vous êtes intéressé à cet art, tapisserie. Alors, ce qui est magnifique, on va voir après pourquoi ce titre de Tigurarin. Oui. Hein. Mais il y a d'abord un travail de collectage que vous avez fait qui est absolument extraordinaire. Oui. oui, sans doute, oui. Parce que il fallait déjà sauver ça. Oui, c'est-à-dire, sauvons les meubles, de ce qui reste des meubles, en tout cas. Hein. Mais ce connectage, je veux dire, vous avez raison, j'ai pu le faire grâce à des musées d'Alger. Et les collectionneurs privés aussi, il faut leur rendre hommage. Oui, tout à fait. Oui, absolument. Mais peut-être d'abord les musées. Absolument. Quand les jeunes femmes tisserandes de Timimoun sont venues nous trouver et nous ont dit on aimerait que quelqu'un nous aide. J'ai dit oui, d'accord, mais ça n'a pas été mon métier auparavant. Je n'y connais rien en laine, je n'y connais rien. Bon, laissez-moi un petit peu de temps, il faut que j'aille travailler avec vous étiez complètement néophyte concernant l'art de la tapisserie et du tapis. Ah oui, complètement. Ouais. Voilà. J'étais juste peut-être animée d'une grande bonne volonté, puis de beaucoup de tendresse pour l'Algérie. Et puis peut-être que tout simplement, en voyant
ces belles tapisseries, ces beaux tapis, vous vous êtes dit, Oui. Comment peut-on laisser à l'abandon Voilà. une telle esthétique, Voilà. une telle beauté? C'est exactement ça. Si vous voulez, le premier connectage a été que, bon, j'aime bien les musées, j'étais allée tout naturellement, je veux dire, un jour voir le musée des arts et traditions populaires, et j'avais vu de très très belles tapisseries qui étaient suspendues dans le musée. Je n'avais pas vu, à l'époque, les réserves, bien sûr, mais j'avais vu des tapis qui étaient suspendus et qui étaient vraiment très très beaux. Et quand les jeunes femmes de Timimoun m'ont dit ben, on voudrait que quelqu'un nous aide, c'est vrai que quelque chose s'est connecté dans ma tête. Je me suis dit bon, si elles nous demandent de l'aide, pourquoi est-ce qu'en même temps, puisque plus rien ne se fait de ce qui est dans les musées, l'art a été perdu. Ben oui, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas monter avec elles un projet de renaissance de cette mémoire? Et donc je leur ai dit, bon, ben, vous me laissez un petit peu de temps, je vais aller travailler avec le musée. Et là, ça a été une bénédiction pour moi, parce que j'ai rencontré Madame Amamra, Aziza Amamra, qui était à l'époque la conservatrice du musée des arts et traditions populaires, à qui j'ai expliqué un petit peu ce qu'on avait dans la tête, ce qu'on avait envie de faire, et qui m'a dit, mais oui, bien sûr, allez, on est là, le musée possède ses trésors. Si vous avez besoin de venir travailler là, la porte est ouverte. Vous pourrez travailler sur mes fichiers, sur ma bibliographie, sur... Et je lui ai tout de suite dit, je voudrais quand même limiter le travail à cette région du Gourara. Je vais pas... Oui, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faudrait 10 vies. Oui, voilà. Puis je n'en ai seulement qu'une. pour l'art de la tapisserie et du tapis à travers le territoire national algérien. Il faudrait Oui, c'est 10 ça. vies. Oui, oui, voilà. Et donc elle me dit, mais très bien, on s'est très vite tutoyé. Elle m'a dit, si tu notes si tu identifies des tapis de la région, des tapisseries de la région, tu me le dis. Mon adjointe Nassera, qui malheureusement est décédée depuis, et je voudrais vraiment lui rendre un hommage, parce qu'elle nous a beaucoup aidés. Voilà, tout le monde sera là. On ira chercher dans les réserves, les tapis. Ton mari, Jean-Pierre, pourra les photographier. Parce qu'il nous fallait des photographies. Ben oui. Il fallait cette autorisation pour pouvoir ensuite redescendre avec tout un dossier de photographies de ces tapis anciens, qui sont des tapis, des vrais tapis du Timimoun, et qui sont d'une grande élégance et d'une grande beauté. Et il nous les fallait pour aller travailler ensuite avec une future formatrice qu'il fallait trouver quand même aussi, et avec les jeunes filles qui, elles, étaient concernées par la formation et par la production après de ce travail. Voilà, donc on a eu cette Alors chance. on arrive, à partir de là, on arrive à ce que tout d'un coup, décision est prise, Oui. et ça n'a pas été facile, bien Non. évidemment, parce qu'il faut trouver les locaux, il faut trouver les gens qui vont former et expliquer tout cela. Et on arrive à, pourquoi ce titre de Tigurarin? Parce que c'est un atelier. C'est un atelier. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de concret. Une fois qu'on a fait, si vous voulez, un travail d'archivage, de collectage de ce qui existe, prendre des photos, aller lire ce qui a été écrit, y compris à l'époque coloniale. Bien sûr. Ou quand vous citez sœur Marguerite Laporte, qui a fait un travail absolument extraordinaire pour tenter de sauvegarder quelques bribes de cette ère ancestrale. Oui, mais maintenant il faut mettre ça dans le concret. Il a fallu se nourrir d'abord. Ah oui, d'abord, pour être sûr. Oui. Pour être sûr, parce que je trouve que, je le dis dans le livre, quand on aborde, si vous voulez, le patrimoine, la mémoire d'un pays, quel que soit le pays, on n'a pas le droit de se tromper. C'est trop précieux. Bien sûr. Voilà. Donc effectivement, moi j'ai lu. Parce qu'à partir d'une erreur, c'est ce qu'on appelle la théorie des dominos. C'est-à-dire qu'après, dans 20 ans, on va se dire, oui, c'était ça. Mais enfin, c'est pas ça du tout. Non. Et alors là, on prend un autre chemin qui est l'erreur totale. Il a fallu faire des recherches. Bon, c'était pas trop difficile pour moi parce que je suis une ancienne universitaire. Donc, bon, je veux dire, ça fait partie de
des gènes, hein, de faire de la recherche. Et donc ça n'a pas été pénible, ça a été un enrichissement pour moi aussi. Hein. J'ai appris plein de choses, c'est bien. Voilà. Mais quand on est dans le travail avec deux associations, n'est-ce pas? Et quand on commence, alors vous commencez pratiquement par un travail, je dirais presque d'ethnologue au départ, oui, hein, d'anthropologue au départ. Oui. Et puis, l'ethnologue et l'anthropologue, lui, de façon académique, il cherche plus à ce que on sauvegarde. Il dit bon, je constate, voilà. Hein, point barre. Mais vous êtes allé plus loin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dit bon. Je collecte, j'essaie que les choses ne se perdent pas, même sur le plan photographique, ou on va voir sur les végétaux, sur les teintures végétales, naturelles, etc. Et tout ça. Non, vous dites, vous allez plus loin, ces deux associations vont plus loin. Elles disent, non, maintenant, il faut continuer. Oui. Et donc là, c'est du concret. Oui. Je veux dire, c'est du palpable. Absolument. Hein? Et ce concret et ce palpable, je veux dire, il a, comme toute œuvre humaine, j'ai envie de dire, hein, il a évolué au fur et à mesure du projet. Il a évolué. Si vous voulez, pendant 3, 4, 5 ans, notre but, c'était, avec les Tisserandes, avec Fatiha et avec Hossein, donc nos partenaires, c'était de mettre en place, comme vous l'avez dit, un atelier, du concret, c'est de redonner vie à des tapis qu'on avait photographiés dans les musées d'Alger. Bien. Puis petit à petit, dans mes lectures, j'ai été bouleversée. J'étais bouleversée parce que... Et je ne le savais pas au départ. J'étais bouleversée parce que je me suis rendu compte qu'un tapis, ça n'était pas une décoration. C'était pas de la déco. Non, c'est utilitaire au départ. Oui, c'était utilitaire, c'est vrai, vous avez raison, Youssef, vous avez raison. Mais pour la femme qui le faisait, il y a longtemps. Ah, là, c'est tout à fait différent. C'était autre chose. Elle disait quelque chose. Elle parlait dans son tapis. Et je me suis dit, quand j'ai découvert ça, si vous voulez, je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je vais le transmettre aux Tisserandes. Alors, et on s'est mis à travailler sur la symbolique. Pardon, mais je n'ai pas répondu... Non, allez-y. Je n'ai pas répondu à une de vos questions, et puis on ne va pas l'oublier. Oh, c'est pas des questions, hein, c'est... Libre cours. C'est pourquoi Tigurarin? Ouais. Hein? On va quand même répondre à ça aussi. Bien sûr. Hein? Pourquoi Tigurarin? Pourquoi Tigurarin? Voilà. Alors, Tigurarin, c'est le mot zénith pour Gorara. En fait, ça veut dire la même chose. Et très vite... On s'est bien mis d'accord, si vous voulez, avec Hossein et Fatiha, avec les Tisserandes, qu'on allait faire une œuvre de culture pour le Gourara. Et que notre atelier s'appellerait Tigurarin. Qui est le vrai nom, le nom originel du Gourara. Voilà, c'est ça que je voulais savoir, que je voulais vous dire. Alors, donc c'est un atelier qui commence en 2009, c'est ça? Ah non. Non. Bien avant? Non. Oui, bien avant. Oui. C'est... En fait, on a pris contact... Je parle de l'atelier en tant que tel. Hein. Oui. On a pris contact avec les partenaires, avec les futurs partenaires, en début 2006. Début 2006. D'accord. Et le premier atelier, qui n'est plus celui qu'on a maintenant, on avait loué, si vous voulez, un emplacement. Hein, le premier atelier a démarré... en mars 2006, en fait. En mars 2006. On a commencé, si vous voulez, les premières formations à El Menia, El Golea, puisque les premières formations ont été faites là-bas. C'est le seul endroit où j'ai trouvé une tisserande qui acceptait de les accueillir et de les former. Donc, les premières formations ont eu lieu en mars 2006. Et on avait décidé de faire des formations un mois au printemps, un mois en automne. Et on a fait ça, comme ça, pendant plusieurs années. Et après, en 2009... on était dans nos locaux. Ah, c'est ça, voilà. Oui, vous étiez... Oui, ce que je voulais dire. Oui. C'est-à-dire, on commence, excusez-moi du terme quelque peu trivial, des premières productions, à peu près en 2009, 2010. Non. Les premières productions, c'est vraiment déjà 2006. Fin 2006. Ah, déjà, il y avait... Début 2007. Hein? Alors, les premières productions, c'est fin 2006, début 2007.
dans un atelier qu'on louait, hein, qu'on payait ensemble. Alors voilà. vous montez ce qu'on appelle les métiers à tisser. On a acheté les métiers, et puis voilà, et puis on a commencé à travailler. Vous êtes à combien de métiers là actuellement? Actuellement, on en a 13. 13 métiers. C'est magnifique. Oui, 13 métiers, mais c'est extraordinaire. Oui. Vous vous rendez compte? Oui. C'est une industrie, là. Alors c'était... Vous êtes déjà une PME. Oui, non, c'était pas le cas au début. C'était non. pas du tout. Non, et puis c'est pas le but. On a monté en puissance. C'est pas le but. Non, le but, c'est d'abord sauvegarder et reproduire. Donner vie à un art. Voilà. À un art. Alors, je vais un peu faire un peu de sémantique, n'est-ce pas? Il y a la création. Et puis là, au départ, dans cet atelier de Tigurarin, les femmes qui vont venir, les jeunes filles qui vont venir pour commencer, dites, bon voilà, la première chose qu'on va faire, c'est reproduire d'anciens tapis. Hein, la formation commence par cela, c'est-à-dire le basique. Hein. Vous savez, c'est comme en littérature. Hein. Un bon romancier, c'est celui qui lit beaucoup, et qui lit beaucoup surtout ses classiques. Absolument. Hein. Parce que c'est ça la base. Oui. Après qu'il aille dans les chemins de traverse qu'il veut, ça c'est autre chose. Oui. Mais là, vous allez commencer par cela. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire, et là, quand il y a les iconographies de votre mari, les photos des premières sorties, des premières productions, ce sont des productions quasi à l'identique. Vous essayez de faire quasi à l'identique. On va voir qu'il y a des problèmes aussi, pas seulement de reproduction. Il y a aussi les matériaux. On verra dans quelques instants. Non, mais vous avez tout à fait raison, si vous voulez. Pendant les premières années, bon, toutes les jeunes filles avaient une formation au CFPA. Hein. Elles savaient tisser. Oui, elle savait tisser. Elle savait tisser. Hein. Voilà, donc je veux dire, on partait quand même sur une base. Pas sur rien, oui, pas sur... Ah ben non, on partait sur une base. Par contre, elle ne connaissait pas le patrimoine du Gourara. Elle ne le connaissait pas. Et parce qu'au CFPA, c'est une formation assez large, assez vaste. Donc elles ont appris au CFPA à faire des tapis d'Algérie, bien sûr. Oui, mais d'un petit peu partout. Oui, c'est ça. Ça peut être de l'Est, de l'Ouest. Voilà. Et nous, on s'est dit, bon, on va essayer de faire revivre la tapisserie du Gourara. On ne pouvait pas faire tout, c'est pas possible. Non, hein. Puis ça n'avait pas de sens d'ailleurs. Hein, voilà. Donc, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil. Donc... Oui, c'est le cas de dire. J'ai perdu le fil, oui. Non, je ne trame aucun complot contre vous. Merci. Voilà. Donc, au départ, l'idée, si vous voulez, c'était vraiment de redonner vie petit à petit à des pièces qui étaient des pièces du Gourara, qui avait un riche patrimoine qu'on avait découvert donc, dans le musée. Oui, c'est ça. À la fois au musée des arts et traditions populaires. Au Bardo peut-être aussi. Et également, oui, bien sûr, également au Bardo, où on avait eu un accueil très très chaleureux par les conservatrices. Voilà. Et où on a pu travailler. Un travail remarquable. Oui, voilà. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'était d'abord de faire du copier-coller. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, c'est très bien. Il faut commencer par quelque chose. Bien sûr. Hein, bien sûr. Donc, on a travaillé sur ce qui était des tapis du patrimoine de la région. Et pendant que les jeunes femmes de l'atelier, si vous voulez, au début, il n'y en avait que 4, et puis après, il y en a eu 6, puis après, il y en a eu 8, et puis 10, et puis voilà. On s'est agrandi petit à petit, au fur et à mesure... que les jeunes filles avaient envie de venir nous rejoindre aussi bien. Hein. Et puis moi, pendant ce temps-là, je continuais ma recherche aussi, ma recherche plus intellectuelle, hein, et plus historique, et plus artistique, voilà. Avec les musées, avec l'aide des musées. Moi, j'ai été très aidée par vos deux musées, hein. C'est merveilleux, quoi. Voilà. Et donc, voilà, pendant les 5-6 premières années, on a travailler uniquement sur des pièces patrimoniales. Parce qu'il fallait qu'elles apprennent. Absolument. Alors, justement, cette formation, cet apprentissage, hein, pour que cela ne se perde pas, il y a deux pendants.
que vous signalez dans votre ouvrage Marie-Claire Radig. Je rappelle le titre, Tiguraline, paru aux éditions d'Aliman. Il y a le pendant, je dirais, de la fabrication en elle-même, c'est-à-dire il faut bien des matériaux, la laine, les teintures, etc. Donc revoir un petit peu, parce que malheureusement, déjà dès les années 1910, 1920, la teinture végétale ou minérale, ou même voire même animale, se perdent. Oui. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup moins cher. Hein. Les produits chimiques, ça va plus vite. Parce que il y a toute une partie de votre texte qui dit qu'il faut voir le travail absolument éprouvant, même physiquement, en dehors du travail intellectuel et de créativité, d'un artisan teinturier. C'est une horreur totale. Je veux dire, c'est un travail horrible, quoi. Très prenant et très fatigant manuellement. Alors, il y a ça c'est le pendant, je dirais, matériel. Trouver de la bonne laine, ne pas utiliser, malheureusement, je ne sais pas quoi, de l'acrylique ou que sais-je, etc. Et puis, il y a l'autre pendant. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que vous êtes... Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dramer? Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de tisser? Est-ce que vous savez quelle est la signification de ce que vous êtes en train... D'accord. Ma fille, tu es en train de tisser, je t'ai donné une photo, tu es en train de tisser un très beau tapis, mais pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Et là, c'est un autre travail. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est magnifique. Oui. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Moi, je ne voulais pas déconnecter, je ne voulais pas que ces jeunes femmes fassent simplement des tapis. Oui. Voilà. Je voulais qu'elles sachent... Qu'est-ce qu'elles faisaient? Qu'est-ce qu'elles ont envie de dire? Qu'est-ce qu'elles disent? Voilà. Donc, pendant les stages, les matinées étaient destinées au tissage. Puis après, on se mettait autour d'une table. Et puis on a appris petit à petit ce que ça voulait dire. Mais ça veut dire que moi, qui n'étais pas du tout spécialiste de cette affaire, moi je suis une... Donc vous appreniez en même temps? Oui, c'est-à-dire... Enfin, je veux dire, vous appreniez en même temps. Parce qu'il y avait interactivité. Oui, bien sûr, oui. Mais il a fallu que moi j'apprenne d'abord et que je le leur transmette. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments absolument fabuleux parce que moi, ayant découvert, si vous voulez, qu'un triangle, c'était pas juste un triangle. Qu'un losange, c'est pas juste un losange. Qu'un quinconce, c'était pas un quinconce. Voilà. Et que j'avais pour devoir, je veux dire, de transmettre ça aux tisserandes. Et ça a été fabuleux, ça a été une belle histoire entre nous aussi. Voilà, donc j'ai essayé, de leur transmettre ce que moi-même j'avais appris dans les livres. C'est qu'est-ce qu'elles disent quand elles tissent. Vous savez, moi, tout d'un coup, quand j'ai lu votre livre, surtout cette partie-là, c'est-à-dire cette partie merveilleuse quand on vous lit, qu'il est... il y en a une qui vous dit non, c'est ça, pour moi c'est un serpent, l'autre qui vous dit non, l'autre qui c'est plutôt une interprétation érotique ou sur la fécondité, etc. Alors avec le même symbolique. Et d'ailleurs, on continue à discuter, même de façon académique, on continue à discuter. Alors moi, tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, comme je suis beaucoup plus littéraire que artisan manuel, je dirais. C'est mon cas. Je me suis dit, en fait, le tapis devient pour la tisserande une sorte de tissage épistolaire. Oui. Elle envoie un écrit à travers son tapis. Oui, c'est un manuscrit. C'est un manuscrit. C'est un manuscrit du silence. Voilà. Vous le dites vous-même. Oui. Dans votre livre. Vous dites, voilà. Et c'est fabuleux. Mais c'est magnifique. Au plan humain, c'est fabuleux. Écoutez, quand elle vend son tapis, ou même quand elle a son tapis chez elle exposé, etc., elle dit quelque chose à son entourage. Absolument. Oui. Elle lui raconte quelque chose, et pourtant, il n'y a aucune oralité. Non. Il y a juste l'image. C'est vrai. C'est un écrit, en fait. Compte. Absolument. C'est extraordinaire. Oui, c'est très émouvant, d'ailleurs. Oui. C'est très émouvant, parce que la femme est là, à la base de son tapis, et son tapis et son message. Elle dit des choses. Elle parle. Elle parle. Oui. Alors, à nous de comprendre...
Et puis, alors ce qui est extraordinaire, c'est que pour beaucoup, elles ont oublié, elles vous disent, bon, je reproduis, Oui. mais je ne sais pas très bien Oui. ce que ça veut dire, Oui. quant au fond. Oui. Hein. Donc, ça aussi, c'est une Oui. sauvegarde. Oui. Parce que là, on passe au patrimoine Oui. immatériel. Hein. C'est-à-dire, est-ce qu'elle se rend compte Oui. de cette symbolique? Pourquoi le zigzag? Voilà. C'est un peu ça, si vous voulez. Mais c'est peut-être parce que moi-même, je suis, comment dire, une ancienne enseignante hein, de métier, et que j'aime les jeunes, forcément. Je veux dire, quand vous avez été professeur... Puis ensuite, si c'est pas pour passer le relais, ça sert à rien. Voilà. Donc, de les faire grandir intellectuellement a été aussi, pas seulement manuellement, manuellement, elle n'avait pas besoin de moi, mais intellectuellement, oui. Les tisserandes de l'atelier, ça m'a fait plaisir de partager ces connaissances avec elle. Alors, au début, ça n'a pas été simple, parce que on parle on parle de sexualité. Bah oui. On parle de... Bon, c'est pas évident. D'hommes et de femmes voilà. et de leur rapport aussi. Voilà, c'est ça. Et donc vous racontez dans votre ouvrage que bon, quelquefois, bon, on ricanait un peu sous cap. On était gênés, on rougissait. Oui. Mais on a passé le cap maintenant. Oui, voilà. Je veux dire que lorsqu'avec les jeunes femmes de l'atelier, on continue, si vous voulez, à parler du message d'un tapis, de sa signification profonde, je n'ai plus des sourires gênés maintenant. Voilà. C'est beau, hein? Vous avez dépassé ce stade. On a dépassé ce stade. Alors au début, c'était gênant pour elles. Quand je leur disais, vous voyez, quand par exemple, je regarde comment dire, l'extérieur de ce livre, hein, on a un grand losange et puis un losange à l'intérieur, etc. Bon. Et je leur disais, bon, quand vous faites un losange, est-ce que vous savez ce que vous faites? Ben non, c'est parce que c'est beau. Oui, il y en a même une qui vous a dit, ben, ça peut ressembler à Marc-Claude. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Et je leur disais, non, en fait, tu es en train de faire une matrice. Ouais. C'est beau, une matrice. Bien sûr. Hein, c'est beau. Bah, c'est la vie. C'est la vie, c'est ta vie de femme un jour. Hein, voilà. Alors bon, j'avais des sourires gênés au départ. Ça allait encore quand je parlais de matrice. Mais quand, par exemple, il y avait un trait droit... Bon, c'était beaucoup plus... C'était déjà plus délicat, hein. Mais il fallait en passer par là, Bien je sûr. veux dire. Hein. C'est quand même la vie. C'est la vie. Mais maintenant, on n'a plus de sourire gêné. On peut parler. C'est formidable, intégré. ça. Oui, je crois que c'est une belle histoire aussi, ça. Oui. Hein? Alors, on ne va pas parler... parce que ce serait... Bon, il faudrait 5 émissions d'1 heure pour parler des symboles, des symboliques, c'est-à-dire les idéogrammes, les pictogrammes, ou même voir les psychogrammes qu'on peut retrouver sur les tapis de Timimoun et du Gurara. Alors il faudrait vraiment... et encore, c'est très sujet à discussion. Votre mari a fait un travail absolument remarquable, qui est contenu dans le livre, avec des croquis, etc., et des tentatives, je dirais, d'explication, avec beaucoup de modestie. La science doit être modeste. Tout à fait. Je suis tout bien d'accord avec vous. La connaissance, c'est quelque chose qui évolue. Absolument. Et qui peut toujours être remise en cause. Oh, tout à fait. Hein, en disant, ça fait 40 ans qu'on est là-dessus, mais on s'est trompé. Oui, absolument. On vient de découvrir un ouvrage qui nous dit complètement autre chose, ou je ne sais pas, une poterie qui nous dit... Oui, je crois que le terme de modestie absolument. est le terme le plus important. Absolument. Alors, il y a vraiment tout un chapitre sur... tous ces idéogrammes qu'on peut retrouver à travers les tapis, mais également au travers les poteries. Hein, tout à fait. Il y a un lien total. Bien sûr, c'est toujours un travail de femme. Ah oui. C'est toujours un travail de femme. Oui. Mais pourtant, et ça c'est intéressant, attention, c'est un message de femme, mais l'homme n'y est pas absent. Absolument pas. C'est pas, je me raconte seulement. Voilà, mais la femme algérienne, je veux dire, elle a beaucoup de bon sens. Bien sûr. Elle a beaucoup de bon sens. Elle sait très bien qu'elle ne fait rien toute seule. On est à deux pour faire vivre le monde, pour le faire avancer. Oui, bien sûr. Alors,
il y a aussi autre chose. Hein. Ça, vous ne le dites pas dans votre ouvrage, mais moi qui adore l'art du tapis et de la tapisserie, c'est qu'il faut savoir que quand on va dans le sud, quand il y a une exposition de tapis, mais pas seulement dans le sud algérien, hein, pratiquement quand on va en Iran, même quand on va en Turquie, l'art de la tapisserie est absolument merveilleux, hein, ou dans d'autres régions d'Algérie, c'est que c'est vrai que le tapis sert de façon utilitaire, puisqu'on le met par terre. Pour le tapis ras, c'est parce que bon, il a une explication. Hein, le tapis à haute laine, il a une autre explication. Bon, il a une utilité, etc. Mais il faut savoir aussi qu'il a une utilité esthétique. C'est comme si on mettait un tableau chez soi. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont exposés. Oui. Hein. Quand on va dans les grandes foires de tapis, hein, dans n'importe quel pays au monde où la tapisserie est un art, hein, la première chose qu'on vous montre, c'est que le tapis est allé sur un mur. Et non pas un parterre, parce que vous n'avez pas une vision. Oui. Et bien souvent, chez les gens raffinés, on préfère beaucoup plus avoir le tapis sur le mur, plutôt que s'asseoir par terre. Il y a, je dirais, presque deux types de tapis. Oui. Il y a celui qui est utilitaire, qui n'a pas besoin d'être de haute facture, et puis il y a celui qui est là. Et Marie-Claire a dit, j'ai vu dans certaines régions, et dans ma région également, c'est par exemple, on rentre dans des maisons, ce ne sont pas spécialement de maisons de riches personnes, hein, dans une pièce, hein, vous avez un empilement de tapis. Hein. On se dit, mais à quoi servent-ils? Ben, je dirais que c'est exactement comme un collectionneur qui, chez lui, a un empilement de tableaux hein, ou d'autres objets, d'art, etc. Et qui dit, bon, c'est vrai qu'au départ, c'est peut-être utilitaire, mais c'est avant tout esthétique. Ah, mais absolument. C'est avant tout esthétique. Ah oui. Ouais, moi, et si on ne le comprend pas, on ne comprend rien. Ah oui, oui, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a un langage. Il y a un langage dans un tapis. Il y a un message dans un tapis. La femme parle. Elle dit des choses. Puis il y a la beauté, l'esthétique. Il y a la beauté. Il y a la beauté. Écoutez, c'est essentiel. Oui. Si je rentre dans une maison et qu'un magnifique tapis avec des symboliques, significations, je dirais peut-être un message d'amour, un message de conflit, que sais-je, hein, de conflit amoureux, par exemple. Hein. Si je marche dessus comme cela et je ne regarde rien, bon, je n'ai qu'une vision, franchement, bon, tout simplement, bon, j'enlèverai mes chaussures pour ne pas le gâcher, mais c'est tout. Hein. Encore que, intuitivement, je pense que, pour l'avoir observé, hein, ici en Algérie, mais c'est vrai aussi au Maroc, mais surtout ici en Algérie, quand vous, nos amis algériens, nos frères algériens, quand vous rentrez dans une pièce, en général, vous ne marchez pas sur le tapis. Non, on l'évite. On est bien d'accord. Tout à fait. Et si on l'évite, c'est parce qu'on sait qu'il a une densité humaine, une densité historique, une densité culturelle, et surtout une densité humaine, et que donc on ne le foule pas aux pieds. Absolument. On le contourne. Parce que même si on ne connaît pas... Ou alors hein, marcher dessus, non. Ou alors, on marche à petits pas pour s'asseoir. Et à ce moment-là, c'est pour parler de choses qui sont la sagesse, la beauté, l'amour, que sais-je d'autre. Hein. Et on enlève ses chaussures. Bien sûr. Et on s'accroupit et on parle à ce moment-là de l'éducation des enfants. Ça devient plus grave. C'est parce qu'on sait que c'est une histoire. Ben, bien sûr. C'est une histoire humaine. C'est plus du tout la même chose que s'asseoir sur un tapis qui est bon, généralement, bon, de toute façon... Et moi, c'est ça qui m'a fascinée. Ah, oui. C'est la densité humaine. Parce qu'il n'est pas fait, ces tapis n'ont pas été tissés dans le but juste de se réchauffer ou de s'isoler d'un parterre trop froid, etc. Oui, c'est vrai, peut-être au départ, mais petit à petit, il est devenu... Oui, c'est un message. La femme parle. Ben oui. Hein? Et notre travail, ça a été, si vous voulez, à la fois moi, mais par curiosité intellectuelle, puis peut-être par amour pour l'Algérie aussi. Hein. Voilà.
Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un tapis dans une maison, comme on sait, un beau tapis, j'entends, hein, pas les tapis qui sont fabriqués en machine, je ne sais où, en Asie du Sud-Est, c'est la marque de la femme, c'est-à-dire, tu es d'abord chez moi. Oui, c'est ça. C'est ma maison. C'est ma maison. C'est les clés de la maison. Oui, c'est ça. C'est les vraies clés de la maison. C'est très émouvant, ça. Hein. C'est ces vraies clés. C'est-à-dire, et puis on le met dans la pièce où c'est pour les invités. Oui. Donc, c'est l'accueil. C'est pas l'homme. Hein. C'est un objet qui parle. C'est un objet qui parle. Alors, les teintes. Ça m'a intéressé. Parce que la teinture. Oui. Alors, vous faites encore un autre travail. C'est-à-dire que vous dites, bon, tout ça, c'est complètement perdu. Donc, d'abord, pour avoir de la bonne teinture, ce sont généralement des végétaux. Hein. Les minéraux, c'est un peu plus simple. Hein, parce qu'ils n'ont pas à être... On ne va pas les faire pousser, on ne va pas les arroser, on ne va pas les planter. On peut les trouver à l'état plus ou moins naturel, hein, bien qu'ils aient disparu et que, pour beaucoup. Mais vous faites de l'agriculture, là. Oui. Obligatoirement. Vous avez votre petit potager de plantes tinctoriales. Vous avez votre petit potager de plantes tinctoriales. Oui, vous savez, je suis une linguiste d'origine, de formation. Oui, bon, voilà. J'étais professeur de faculté, mais en langue. Hein. D'accord. C'était pas mon... C'était pas ma formation. Mais à partir du moment où j'ai découvert, si vous voulez, que la femme en Algérie, mais il y a longtemps maintenant, hein, travaillait à partir de plantes, Je me suis dit, attends... Il faut qu'on aille aussi dans cette direction-là. Hein, parce qu'au départ, je ne le savais pas. Moi aussi, j'ai fait mon chemin d'apprentissage au fur et à mesure des années. Les différentes plantes, qu'est-ce qu'elles donnaient comme couleur, comment les mélanger. Voilà, c'est ça. Alors tout ça, moi, je ne le savais pas au départ. Et nos partenaires, Fatiha et Hossein, ne le savaient pas non plus. Donc on a fait cette découverte petit à petit, à force de lire. Hein. Et à un moment, je me suis dit, voyons, le patrimoine algérien, que j'ai envie de respecter jusqu'au bout, ça n'est pas que des formes et que de la laine. C'est aussi des couleurs, c'est aussi des plantes, voilà. Donc, j'ai entamé une recherche là-dessus aussi. Oui, alors, et puis dans votre ouvrage, Marie-Claire, c'est formidable. Vous avez l'association, hein, des deux associations. Les deux, oui. On commençait à constituer des cahiers. Hein, avec des bouts de laine trempés dans les différentes teintures. Absolument. Alors c'est compliqué parce que il y a eu dans le passé. C'est un tout autre apprentissage. Il y a d'abord, si vous voulez, la connaissance manuelle et intellectuelle du sens, de la signification de chacun des motifs, ça c'est une chose. Mais après, il y a effectivement aussi la connaissance et la pratique des couleurs et de leur mélange. C'est un autre art. Hein. Comment mélanger telle plante avec telle autre, etc., pour donner un indigo un peu plus fort ou plus doux, plus moins chatoyant, plus chatoyant, etc. Vous savez, il y a qu'un artiste peintre qui pourrait vous expliquer ce que c'est qu'un bleu profond ou qu'un noir profond. Vous dites, c'est du noir, c'est du noir. Alors on a eu une chance, c'est que les jeunes tisserands... C'est vrai qu'on a fait les choses très progressivement quand même. Pendant 5 ans, 6 ans, on a travaillé les motifs, la signification de ces motifs que j'ai essayé de leur transmettre, ce que j'avais appris moi-même, c'est tout, voilà, et que j'ai essayé de leur transmettre. Bien, ça c'est une chose. Et puis au bout d'un certain temps, on s'est dit, maintenant, la teinture chimique... Faut enlever. On arrête. Teinture chimique, non, 1000 fois non. C'est ça. Alors, le problème, c'est comment... Par quoi on la remplace, cette teinture chimique. Végétale. Voilà. Si vous voulez, c'est vrai qu'à force de lire des livres... de botanique.
Non, non, non. Gerbero Story? Non, non, des livres, si vous voulez, sur votre patrimoine, sur le patrimoine algérien. Oui, hein. Et on s'est aperçu, si vous voulez, qu'à l'origine, les teintures n'étaient pas chimiques. Oui. C'était des teintures végétales. Et on s'est dit que si on veut être... comment dire, le plus près de la sauvegarde. Fidèle à votre patrimoine, il faut aller jusqu'au bout de la fidélité. C'est-à-dire aller aussi dans le sens de la teinture végétale, ce qui n'était pas évident au départ, c'est clair. Hein. Donc, on a petit à petit, on a fait pendant 6 ans donc, le patrimoine dans la dimension des motifs, des dessins, etc. Puis au bout de 5-6 ans, on s'est dit, bon, maintenant, on va aller dans l'autre dimension qui est celle de la couleur et qui est la couleur naturelle. Bon. Alors, du cours de botanique, carrément. Oui, c'est tout un apprentissage. Ouais. Et pas seulement de botanique. Mais il a fallu que nous aussi, on apprenne. Ouais. On a eu la chance. On a eu la chance d'avoir une amie en France qui est une spécialiste de la teinture naturelle. Voilà. Et donc, elle est venue 4 fois à Timimoun. C'est formidable, ça. Oui. Nos associations, donc, l'ont fait venir 4 fois. Nos 2 associations l'ont fait venir 4 fois sur des longs stages, hein, des très longs stages, parce que ça ne prend pas comme ça. Qu'est-ce que vous appelez un long stage? Ah ben, un stage, c'est 3 semaines, un mois. Hein. Ah, un mois? Ah ben oui. Ah oui, c'est pas mal. Et c'est quotidien, c'est des cours quotidiens. Oui, absolument. Ah oui, d'accord. Oui, et puis des journées entières, hein, voilà. Bon, et donc... j'apprendrai pas la teinture, moi. Oui. Voilà. Alors, donc, grâce à Karine Schreck, qui est... On lui rend hommage, donc. Oui, on lui rend hommage. Oui, absolument. Oui. Elle a fait un travail colossal. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Très modestement, je veux dire. Nos associations l'ont accueillie. Mais c'est elle qui a travaillé. C'est elle qui a fait les stages avec les jeunes femmes. Voilà. Et puis, je crois que les tisserandes de Timimoun, elles y ont pris plaisir, elles aussi. Elles ont vu d'abord que les couleurs qui sortaient des cuves étaient infiniment plus belles. Ouais. Beaucoup plus chatoyantes. Ouais. Elles ont eu du plaisir. J'ai beaucoup aimé le mot velouté. Oui. C'est joli. Mais c'est vrai qu'elles sont veloutées. Oui. Les couleurs comment dire, chimiques sont agressives. Ouais. Sont pas belles. Hein. Mais on a fait comme tout le monde au départ. On a travaillé à partir... Un projet, c'est quelque chose qui doit évoluer. On ne peut pas tout faire à la fois. Il fallait d'abord asseoir, si vous voulez, la connaissance intellectuelle et manuelle des motifs. Voilà, ça c'était une chose. Petit à petit, ça a pris du temps. Et puis, au bout d'un certain temps, un jour, je leur ai dit, est-ce que vous n'avez pas envie, aux tisserandes, est-ce que vous n'avez pas envie qu'on aille dans cette autre direction qui est celle de la beauté des couleurs, de la beauté des couleurs. Donc elles ont été d'accord. J'ai dit, c'est un vrai travail, hein, c'est pas évident. On va exhumer un petit peu quelque chose, là. Hein. Et puis, elles y ont pris plaisir, et puis nous, on a pris plaisir avec elles, et elles ont appris à teinter avec des couleurs naturelles. Et puis, il fallait faire pousser certaines plantes. Hein, alors, ça aussi, parce que vous expliquez, vous dites, et il fallait nous trouver des petites parcelles. Oui, alors ça, très modestement, ça, c'est le 3e projet. Je ne peux pas dire qu'il est abouti. Il n'est pas encore abouti, c'est clair. Hein. Mais il est en marche. Mais il est en marche. Bon. Il est en marche. Parce que non, mais il y a une chose fort sympathique que vous dites dans votre livre, Marie-Claire, c'est que vous dites, bon, parce que, eh bien, en faisant pousser certaines plantes, etc., ça ne va pas seulement servir pour la teinture, mais ça peut servir pour la médecine, naturelle, mais aussi, même pour la cuisine. Oui. Pour l'art culinaire qui s'est perdu, parce qu'on n'utilise même plus, qui va utiliser maintenant aujourd'hui du vrai safran. Voilà. Bon, oui, écoutez, absolument. Il y a de la poudre de faux safran, d'accord, ou du curcuma. Si je m'amusais à acheter aujourd'hui du vrai safran, je vous dis même pas, il faudrait presque 1 kilo d'or pour même pas 100 grammes de safran. Non, mais c'est sûr. Mais c'est autre chose. Alors c'est vrai, si vous voulez, pour tous les pigments hein, qu'on a. On a de loin pas... On n'est de loin pas arrivé, si vous voulez, à la culture de tous les pigments que... Non, bon, mais ça fait rien, on a peut-être la vie devant nous. Hein. J'ai bien vu. Vous êtes en train de constituer des petits cahiers de nuanciers. Oui. Nuancier après nuancier, après nuancier, etc. Parce qu'il y a les tons des ocres. La garance, elle pousse. C'est bon.
La Garance, elle pousse. Ne me dites pas Garance, parce que c'est Arletty dans Les Enfants du Paradis qui s'appelait Garance, et comme elle était belle. Oui, mais la Garance pousse. C'est une des plus belles couleurs. Elle pousse dans plusieurs petits villages autour de Timimoun. Oui, tout à fait. Donc on peut l'accueillir, elle l'accueille, oui, il y a des femmes et des hommes qui ont adhéré, si vous voulez, à ce projet. Bon, donc la Garance pousse, comment dire, qu'est-ce qu'on a d'autre pour l'instant? La Gaude. Oui. La Gaude repousse aussi. Ça y est, elle est repartie. Voilà, donc petit à petit... L'acacia alors, l'acacia... difficile. Oui, c'est difficile, ça, oui. Mais on va avancer. Mais c'est votre conclusion, d'ailleurs. Peut-être bien, oui. Moi, vous dites, écoutez, moi, c'est un premier travail, voilà, ça fait depuis 2006 qu'on est sur le terrain, aujourd'hui on est en 2018, ça fait 13 ans. Hein. Ça fait quand même déjà 13 ans. Il y a des choses qui sont déjà bien assises, qui sont bien ancrées, qu'on a appris tous ensemble. Vous êtes encore dans l'adolescence, c'est formidable. Ah, merci. Attendez, hein, merci pour l'adolescence. Mais l'atelier de Tigouradine est dans l'adolescence, donc dans l'apprentissage. Oui, absolument. Bon. Vont bientôt passer le bac. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre nous. C'est ça. Beaucoup d'amour. On arrive au terme de l'émission, malheureusement, avec Claire Radig. On rappelle le nom des deux associations qui ont permis à ce que cet atelier Tigouradine à Timimoun... L'Association des droits de l'enfant, de l'adolescent et de la femme artisane, l'ADEAFA. À Timimoun. Oui, ça, ce sont nos amis et nos frères. Et à Nancy. Algériens. Et à Colmar. À Colmar, c'est l'association Trait d'Union, Solidarité, Alsace-Algérie. Voilà. Merci 1000 fois Marie-Claire Radig. Un grand coucou à votre mari qui a été également il est un collaborateur extraordinaire de tout. Je ne fais rien sans lui. Voilà. J'espère bien. Oui. Marie-Claire Radig, alors merci pour le bonheur d'avoir pu parler avec vous. C'est moi, vraiment, ça a été un vrai plaisir. Et puis surtout, votre ouvrage magnifique, Tigouradine, tapis et tapisserie d'art de Timimoun et du Gourara, un langage secret, c'est paru aux éditions d'Alimen. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission, l'émission Expression Livre, en allant sur soit Facebook, soit YouTube, et puis vous allez tout simplement sur le site de Canal Algérie de la télévision algérienne, de la télévision publique algérienne. Voilà, merci encore Marie-Claire Radig. Et puis juste un dernier point, Marie-Claire Radig a cité les responsables de deux grands musées, le musée des arts traditionnels et populaires, ainsi que le musée du Bardo. Qui nous ont beaucoup aidés. Beaucoup aidés, alors on les en remercie infiniment. Et petit message personnel à tous les parents, n'hésitez pas à aller faire visiter ces deux musées magnifiques, ici à Alger, à vos enfants, s'il vous plaît. C'est le patrimoine de notre pays, qu'il soit matériel ou immatériel. Parce que quand on parle des tapis, c'est en même temps un patrimoine matériel, mais aussi immatériel par les symboliques, le langage, les missives que nous envoient toutes ces femmes tisserandes de cette région d'Algérie. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Donc, à mardi prochain, même heure, même punition. Excellente soirée.